est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 40. L'Orient est devenu pour les intelligences autant que pour les imaginations une sorte de préoccupation générale. Les couleurs orientales sont venues comme d'elles-mêmes empreindre toutes ses pensées, toutes ses rêveries. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Quelque chose qui flotte dans l'air du temps et que je n'ai guère besoin de définir m'a incité à choisir le thème dont nous allons traiter ce matin. Il s'agit de l'apport des pays d'islam à la civilisation occidentale au temps du Moyen-Âge, de l'humanisme et de la Renaissance. La violence des affrontements entre ces deux mondes, dessinant une géographie très mobile des dominations militaires et religieuses, n'a pas empêché que circulent entre eux bien des influences culturelles. Elle n'a pas empêché que la chrétienté, coupée elle-même en deux entre l'Est et l'Ouest, ait été irriguée par un flux de connaissances venues de l'islam, du côté spécialement de la philosophie, des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine. Soit qu'il s'agit d'apports originaux, soit que, par un détour surprenant, une part de l'héritage de l'Antiquité gréco-romaine qui s'était trouvée largement occultée ait pu être de la sorte sauvegardée et retransmis dans des pays, les nôtres, qui en retrouvèrent ainsi pleinement la saveur et la fécondité. Cette donnée de grande ampleur a été fort inégalement prise en compte ensuite par la conscience collective en Occident, mais l'historiographie des 2 derniers siècles en a établi progressivement l'importance. Comme en témoignent, entre autres, les travaux de mon invité, Joël Chandelier, maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, qui s'attache ardemment à l'étude de ces phénomènes de transmission, propres à protéger hier comme aujourd'hui contre toutes les tentations du repli sur soi. Et pour commencer, l'évocation de Léon l'Africain, un homme du XVIe siècle, l'un des plus remarquables passeurs entre les deux cultures. Amin Maalouf, romancier libanais, lui a consacré un livre en 1986. Léon l'Africain est un homme entre deux mondes. J'ai voulu précisément raconter l'histoire de ce personnage qui a appartenu à plusieurs cultures et à plusieurs religions également, parce que je pense que c'est un peu un antidote au poison d'aujourd'hui. Il y a tellement de fanatisme, tellement d'intolérance, tellement de violence aujourd'hui, qu'il est bon de rappeler un personnage dont on a retrouvé des textes en 4 langues. Il a écrit en latin, en arabe, en hébreu et en italien vulgaire, comme on disait à l'époque. Et bon, le latin, c'est le christianisme, l'arabe, c'est l'islam, l'hébreu, c'est le judaïsme, l'italien vulgaire, c'est la modernité. Et pour moi, c'est un symbole important. Je pense que aujourd'hui, on a besoin de références de ce genre. On a besoin, il y a tellement de déchirements autour de la Méditerranée. Et ce personnage est, en quelque sorte, le premier personnage des temps modernes, par le fait qu'il était tellement cosmopolite, qu'il ait vécu tant d'événements de cette époque-là, qu'il ait vécu à la fois la fin de ce royaume musulman de Grenade et l'Italie, la Rome de la Renaissance du pape Léon X. C'est une chance d'avoir vécu cela. Bonjour Joël Chandelier. Bonjour. C'était un extrait de l'émission de Jacques Chancel, Quotidien pluriel, sur France Inter, le 31 octobre 1986. C'est le moment où Maalouf a publié le roman dont nous parlons. Nous allons faire surgir la personnalité de Léon l'Africain. Mais je voudrais, pour commencer, marquer que un des aspects les plus intéressants, c'est que constamment, on rencontre à la fois les réalités, telles qu'on peut les faire surgir, et l'évolution du regard qui est jeté de siècle en siècle sur ces réalités. Parce que les contacts commerciaux, les contacts
militaires aussi sont assez aisés à définir ou à restituer, alors que l'influence culturelle est beaucoup plus difficile à saisir. Oui, tout à fait. Les questions, disons, culturelles et intellectuelles, voire religieuses, sont empreintes d'idéologie, de préconçus, d'idées que se font les hommes qui réfléchissent sur le passé de leur temps. Et dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire l'islam, il est certain que le rapport du monde occidental à l'islam a fortement évolué au cours du temps. Il n'est pas le même entre le Moyen-Âge et la Renaissance, il n'est pas le même entre la Renaissance et l'époque moderne classique, l'époque des Lumières. Ni entre le 19e et ni entre le 19e et aujourd'hui. Et donc on retrouve des regards très différents, parfois extrêmement critiques, en disant que l'apport est nul, voire même négatif, ou au contraire des exagérations dans le sens inverse, disant que tout vient en fait des Arabes et de l'islam. L'historiographie n'a pas été exempte d'influence de ce type. Il y a eu une petite controverse en 2008 autour d'un livre de Guggenheim qui précisément tendait à montrer qu'on avait beaucoup exagéré l'influence de l'islam sur le développement de la connaissance, des sciences exactes et de la philosophie en Occident. Cette polémique qui date il y a une dizaine d'années, extrêmement intéressante parce que elle montre que d'un côté, il y a une réaction contre peut-être un excès de mise en avant de quelque chose qui avait été pendant longtemps oublié, c'est-à-dire l'influence du monde arabe sur le monde occidental. Mais cette réaction va vraiment beaucoup trop loin en niant complètement jusqu'à la possibilité même pour le monde de l'islam de pratiquer la raison. Donc on retrouve une opposition complètement binaire alors qu'en réalité, eh bien comme aujourd'hui, de toute façon, les choses sont extrêmement compliquées. Oui, nous sommes habitués, nous autres historiens, à dire c'est plus compliqué que vous ne croyez. Exactement. Avant de braquer notre attention sur cette influence dans divers domaines de la pensée, de l'intelligence et même de l'art, je voudrais que vous nous rappeliez la complexité des va-et-vient depuis le Haut Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, des va-et-vient géographiques, des dominations de l'islam et de l'Occident. L'Occident qu'il faut d'ailleurs rappeler avoir été divisé en deux. En réalité, l'Occident, c'est le monde latin, c'est-à-dire là où la langue latine est la langue de culture. C'est le monde du pape, qui est donc séparé depuis le XIe siècle du monde grec, du monde des orthodoxes, enfin ceux qu'on commence à appeler les orthodoxes. Grand schisme. Le grand schisme, exactement. Et ce monde, dans le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire jusque pratiquement le XIe siècle, est un monde en fait qui n'a plus la connaissance du grec, qui n'a plus ce lien avec l'Antiquité qui était évidemment très fort au tout début du Moyen-Âge. Et parallèlement, le monde arabe, le monde islamique, qui a fait la conquête donc d'une bonne partie de la Méditerranée, donc tout le sud de la Méditerranée et même une partie du nord, la Sicile, l'Espagne, ce monde, lui, au contraire, a récupéré un héritage grec, et notamment l'héritage scientifique. Et c'est cela, en fait, qui a provoqué cette situation étrange où les vrais héritiers des Grecs au Moyen-Âge, en fait, ce sont les Arabes. Par le détour notamment de Constantinople. Par le détour de Constantinople et surtout de Bagdad, où à Bagdad, au 9e siècle, 8e et 9e siècle, les califes ont considéré que la science grecque, étant basée sur la raison, était donc universelle, et comme leur empire était universel, ils devaient se fonder sur cette raison grecque. Et ils ont pris des manuscrits, ils les ont fait venir, il semble qu'ils ont envoyé des gens les acheter, voire les voler, pour les faire traduire, et ces traducteurs étaient extrêmement bien payés, c'était des gens très en cours, et qui ont traduit des centaines d'ouvrages de la science grecque. Qui avait disparu du côté du christianisme d'Occident. Tout simplement parce que le grec n'était plus pratiqué quasiment. Et il y a eu quelques traductions à la toute fin de l'Antiquité qui n'ont transmis qu'une toute petite partie en fait de ce savoir grec et puis des synthèses occidentales. Ce qui fait qu'il y a une perte de connaissances très forte en Occident qui crée ce déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui provoque les échanges. C'est-à-dire que quand on est à l'équilibre total, il n'y a pas besoin en réalité d'échanger. Ou il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose chez l'autre. Là, ce déséquilibre dont les hommes du XIe et du XIIe siècle se rendent compte de manière assez brutale, les pousse à aller chercher cette science auprès des Arabes. Il faut se préoccuper aussi de l'Espagne, de l'aspect occidental de l'influence arabe. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le monde islamique est en fait très unifié. L'Espagne est en contact avec Bagdad, avec voire même l'Iran. Les textes qui ont été produits à Bagdad, les traductions, sont allés jusqu'en Espagne et étaient pratiqués, lus en arabe par les auteurs andalous. Avec la Reconquête, donc effectivement au XIe siècle et au XIIe siècle... la Reconquista, par les souverains catholiques. Des souverains catholiques, castillans, aragonais, portugais aussi. Ils vont prendre des villes comme Tolède, qui étaient des très grands centres de savoir, des centres de culture extrêmement brillants au XIe siècle. Et sur place, il y a tout en fait ce qu'il faut. Il y a des manuscrits arabes, de textes scientifiques, philosophiques, et évidemment aussi religieux.
Il y a des personnes qui parlent arabe, évidemment puisque c'est leur langue, mais qui parlent aussi, qui comprennent en tout cas, ou qui sont capables de transmettre dans la langue locale, l'espagnol, enfin le romance, c'est-à-dire la langue des Andalous, la langue parlée. Et donc, on peut avoir accès à ces textes qui ont un niveau inconnu en Occident, au niveau scientifique et philosophique. Et quel a été le rôle des croisades dans ces périodes de guerre sainte des deux côtés? Eh bien, étrangement, ou peut-être même logiquement, je ne sais pas, les croisades ont eu un rôle très limité dans cette transmission intellectuelle. Pourquoi Eh bien, parce que la confrontation était essentiellement militaire, donc il y a eu des échanges de techniques militaires, c'est extrêmement nombreux et très intéressant. Mais d'un point de vue intellectuel, la plupart des traductions de textes, de culture au sens large, n'ont pas été faites. Il y en a quelques-unes quand même, il ne faut pas exagérer, mais très peu en Terre Sainte, c'est-à-dire aux Palestine. La plupart sont ou en Espagne, ou en Sicile, où là aussi il y avait un contact direct. Cette histoire est pluriséculaire, celle que nous évoquons. Et quand on en vient au XVe siècle, avec la prise de Constantinople par les Turcs, avec toutes les évolutions que l'on connaît, et même la découverte de l'Amérique, on découvre à vous lire que cette quête des pays orientaux est fondée sur l'idée qu'il y aurait quelque chose de commun entre le monde arabe et les populations qu'on va éventuellement découvrir. Oui, et d'ailleurs, alors sans parler tout de suite de Constantinople, au XIIe siècle, un Anglais, Adélard de Basse, qui se rend en Espagne pour traduire des textes, pour accéder à la science, dit « Je me suis mis à l'école des Arabes parce que c'est chez eux que la raison se trouve pratiquée. » Donc il y a vraiment la conscience que peu importe finalement la culture, voire la religion des individus, ce qui compte, c'est la raison. Et cette raison grecque, elle est pratiquée chez les Arabes. Après la prise de Constantinople, on verra aussi des marchands ou des savants se rendre à Constantinople pour aller y chercher des manuscrits, et notamment des manuscrits arabes au XVIe siècle. Un auteur comme Guillaume Postel, qui est un arabisant, professeur au Collège de France de langue arabe. Extraordinaire personnage, nous y reviendrons. Nous y reviendrons, va à Constantinople et achète des manuscrits arabes qu'il va après annoter, et qu'on a conservés aujourd'hui, et notamment à la Bibliothèque nationale. Alors la Renaissance, quand elle intervient, qu'apporte-t-elle à cette histoire? Alors la Renaissance, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers mouvements culturels qui a conscience de lui-même dès le début. Et la Renaissance s'affirme comme une rupture très nette avec ce qui l'a précédé, c'est-à-dire ce que nous appelons nous le Moyen-Âge, et le terme même vient en fait de cette époque de la Renaissance. L'époque d'entre-deux, entre une antiquité qui est une époque évidemment extrêmement brillante, extrêmement savante, et eux-mêmes, et l'entre-deux est une période, disons, de stagnation, voire de régression. Et ce que disent les hommes de la Renaissance, c'est qu'il faut abandonner tout ce qui a été fait depuis l'Antiquité et revenir aux sources du savoir, c'est-à-dire le savoir latin et grec. Or, dans ce qui s'est passé d'entre les deux, on vient de le dire, il y a l'apport arabe. Et donc, les affirmations explicites des auteurs de la Renaissance consistent à dire les Arabes n'ont rien apporté, et même souvent, ils vont plus loin, tout ce qu'ils ont fait est extrêmement mauvais et néfaste, et même parfois la cause du déclin de l'Occident. On va d'ailleurs trouver cette conviction tard, puisque le mot de Renaissance ne prend son plein essor qu'au XIXe siècle. Tout à fait, avec oui. Michelet et avec Renan. Et c'est là qu'on trouve des auteurs comme Renan, extrêmement violents à l'égard de l'influence arabe. Renan, grand savant et homme d'immense influence dans la seconde partie du XIXe siècle, qui écrit « L'islam est le fanatisme, comme l'Espagne du temps de Philippe II et l'Italie du temps de Pie V l'ont à peine connu. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile, c'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie, Dieu est Dieu. » Là, on est en violent contraste avec les auteurs qui ont rendu hommage à l'influence de l'islam à l'époque, auparavant et ensuite. Oui, exactement. Ben là, on trouve vraiment une expression vraiment outrancière de cette idée que l'Europe se définit, enfin l'Occident, mais bon, le terme ici est l'Europe, se définit par opposition à l'islam à travers donc cette question de la rationalité qui est ici évoquée, et également la société civile, c'est-à-dire les aspects politiques. Mais ce qui est intéressant avec Renan, c'est qu'il a commencé sa carrière, peu d'années avant ce texte-là, par un texte, c'est un ouvrage assez connu qui s'appelle Averroès et l'avéroïsme, et il a précisément étudié l'influence d'Averroès, donc ce grand philosophe andalou du XIIe siècle, sur la pensée occidentale, et ce jusqu'à la Renaissance précisément. Et ce qui est fascinant dans cet ouvrage, c'est que on voit une attirance et une répulsion à la fois pour ce personnage et son influence. À la fois, il trouve remarquable en fait l'influence qu'il a eue, et il la trouve pernicieuse au dernier degré. Et donc, Renan est tout à fait dans cette
période où on définit la Renaissance comme, c'est Burckhardt, je crois, qui dit ça, donc cet historien suisse qui a défini la Renaissance italienne, comme la création de l'homme moderne. Or, l'homme moderne, c'est nous, en tout cas pour Renan. Mais Renan ne fait que rebondir sur la sévérité d'un homme comme Pétrarque au XIVe siècle, qui lui-même marque une rupture, une sorte de recul et même une sorte de hargne à l'égard de l'islam, hein, puisque il dit « J'ai du mal à croire que quelque chose de bon puisse venir de l'Arabie ». Oui, exactement. Pétrarque, qui est en fait le fondateur de la Renaissance et de l'humanisme, en tout cas c'est le personnage le plus symbolique au XIVe siècle qui crée en fait ce mouvement dans la cour des papes d'Avignon, et qui de son temps était une personne extrêmement connu. Les gens lui envoyaient des lettres de toute l'Italie, de toute l'Europe, parce qu'ils voulaient simplement avoir une lettre, une réponse de Pétrarque. Et il dit que non seulement donc les Arabes sont mauvais pour des raisons religieuses, hein, c'est une des motivations, mais aussi pour des raisons littéraires, hein, puisque Pétrarque évidemment c'est un poète. Il y a des diatribes dans ses ouvrages contre la poésie arabe, disant qu'elle est extrêmement mauvaise, elle est faible à tout point de vue, et qu'elle ne vaut évidemment pas la poésie antique. Et Pétrarque ne connaissait pas l'arabe. Il a peut-être eu connaissance de manière très indirecte de quelques informations, mais on voit que ce n'est pas tellement une réflexion sur le contenu de ce savoir venu des pays d'islam. C'est une réflexion sur soi-même. Qu'est-ce qu'on veut être, et non pas qui est l'autre. Et on définit l'autre pour se définir soi-même, et ici, donc l'autre, c'est l'arabe. Ça, c'est un comportement extrêmement fréquent, toutes les époques et dans toutes les civilisations. Absolument, oui. C'est la définition de soi et les inquiétudes que l'on a sur cette définition va toujours chercher le rapport avec l'autre, un autre qui est évidemment un peu fantasmé, hein, pour trouver sa justification. Donc ça, c'est tout à fait effectivement fréquent. On le voit de nos jours sans aucune difficulté. Ça nous conduit très directement, vous venez de l'évoquer, à la personnalité d'Averroès. En gros, il y a deux personnages majeurs, extrêmement connus en Occident, qui sont d'un côté Avicenne, avec notamment son traité de Canon, qui est un traité de médecine, qui a vécu entre 980 et 1037, et puis Averroès, qui s'appelait comment en arabe ? Ibn Rushd. Bien, je n'aurais pas pris le risque de le prononcer, qui a vécu, lui, dans la continuité du XIIe siècle en Andalousie, alors que Avicenne est un persan. Tout à fait. Alors, puisque vous parliez d'Averroès et des critiques qui ont été faites à son égard, c'est en effet de façon négative, et puis vous corrigerez sûrement pour être plus juste ensuite, Joël Chandelier, c'est une critique de Gilles de Rome, qui est un disciple de Thomas d'Aquin, contre Averroès. Un extrait des Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff, sur France Culture, le 18 octobre 1976. Il a professé toutes les erreurs d'Aristote, et même avec plus d'opiniâtreté. Il a parlé plus que ne l'a fait Aristote contre ceux qui affirment que le monde a commencé. Il est, sans comparaison, plus à réfuter qu'Aristote lui-même, parce qu'il a attaqué plus directement notre foi et présenté comme faux ce qui ne peut avoir d'erreur à sa base, étant fondé sur la vérité même. Cependant, outre les erreurs d'Aristote, il faut le réfuter pour avoir critiqué toute religion, comme on le voit au livre 2 et 11 de la Métaphysique, où il critique la religion des chrétiens, c'est-à-dire notre religion catholique, et même la religion des Sarrasins, parce qu'elles affirment que les choses sont créées et que quelque chose peut être fait de rien. Il s'est trompé encore au livre 12 de la Métaphysique, en disant que toutes les substances intellectuelles, c'est-à-dire les anges, sont éternelles et sont action pure, sans mélange de potentialité. Il s'est trompé encore au même livre en disant que Dieu n'a sollicitude, ni soin, ni providence à l'égard des êtres individuels existants ici-bas, et que certains proviennent de la nécessité de la matière sans l'ordre d'une telle providence. Il s'est trompé encore en niant qu'il y ait une Trinité en Dieu. Il s'est trompé encore en disant que Dieu ne connaît pas les choses particulières parce qu'elles sont en nombre infini. Il s'est trompé encore en affirmant qu'il n'y a qu'un seul intellect pour tous les hommes. Alors voilà une mise en cause radicale, Joël Chandelier. Il a fallu à peu près un siècle pour que l'œuvre d'Averroès prenne sa pleine ampleur en Occident et que du coup, des personnages aussi considérables que Thomas d'Aquin ou que ce Gilles de Rome s'appliquent à le démentir. Il y a d'ailleurs un ouvrage de Thomas d'Aquin qui s'appelle explicitement « Contre les avéroïstes ». Et en même temps, en écoutant cette démonstration, on se dit que beaucoup des propos
critiqué par notre censeur serait approuvé aujourd'hui. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que Averroès, qui lui-même était un juge, qui appliquait la loi islamique à Cordoue, c'était son métier, dont le caractère de religiosité, le fait qu'il soit musulman ne peut pas du tout être remis en cause, a été considéré en Occident comme le parangon du philosophe athée. C'est-à-dire le philosophe qui ne croit pas en Dieu, qui remet en cause les bases les plus sûres de la religion, en l'occurrence catholique. Et c'est très intéressant puisque les textes ont été traduits, pas tous, mais une grande partie au cours du XIIIe siècle. Et la lecture qui en a été faite, les interprétations des travaux d'Averroès, comme on vient d'entendre un certain nombre de points précis, ont été immédiatement identifiés comme étant une menace très profonde contre la foi. On a évoqué dans cette longue litanie de Gilles de Rome un certain nombre de questions. L'une des plus fondamentales, mais qui d'ailleurs n'est pas que défendue par Averroès, c'est la question de l'éternité du monde, qui était déjà une opinion d'Aristote, qu'Averroès défend, puisque c'est un commentateur d'Aristote. Certains à l'époque disent il est prêt à défendre Aristote jusqu'à sa mort, jusqu'à mourir pour lui. Ou certains disent à plus tard, c'est le prêtre d'Aristote. Et cette opinion d'Aristote, Averroès l'a défendue, argumentée, de manière extrêmement efficace et intelligente. Or, évidemment, il suffit de lire la Genèse, le début de la Bible, pour se rendre compte que ça n'est pas en accord avec la foi catholique. Aujourd'hui, on parlerait du débat entre les créationnistes et ceux qui s'opposent à l'idée que le monde a été créé en une semaine. Exactement, c'est exactement le même genre de difficulté. Averroès lui-même disait que on ne peut pas rationnellement arriver à une conclusion que le monde a été créé par Dieu. Aristote aussi, sauf qu'il ne parlait pas de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait aussi critiquer la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que les créationnistes, face aux preuves, par exemple, des fossiles qui existent, disent mais Dieu peut avoir fait des fossiles, créer le monde, certes il y a quelques milliers d'années, mais avec une histoire. Et donc, évidemment, sur ces deux plans, un plan rationnel à partir des données de l'expérience sensible, c'est-à-dire de la science, et de l'autre, à partir des textes sacrés, il est absolument certain qu'il est très difficile d'obtenir un accord total. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'a fait Thomas d'Aquin au XIIIe siècle et par la suite jusqu'au XIXe siècle. Il y a encore des néo-thomistes aujourd'hui qui suivent Thomas d'Aquin. C'est d'essayer de trouver des manières de concilier la science et la foi. Or, Averroès représentait la science de manière la plus absolue, la philosophie, dans tout ce qu'elle pouvait sembler horrible pour des hommes d'église du Moyen-Âge et même de la Renaissance. Mais c'est le truchement important vers Aristote qui est considéré de façon moins sévère, peut-être, par Thomas d'Aquin et les siens. C'est-à-dire que Aristote a plusieurs avantages. Déjà, il est né avant le christianisme. Et donc il ne peut pas être éclairé par on ne peut pas l'accuser, de ne pas avoir connu la religion chrétienne, et donc ses erreurs sont plus excusables que celles d'un Averroès. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que Aristote a écrit énormément de textes, dont d'ailleurs beaucoup sont perdus, qui parfois se contredisent, alors pas sur cette question de l'éternité du monde, mais précisément sur un autre problème sur lequel a écrit Thomas d'Aquin, c'est-à-dire l'unité de l'intellect, une question extrêmement compliquée, qui même aujourd'hui est complexe pour les historiens. Or, Aristote n'était pas toujours très clair. Averroès, lui, a décidé de faire d'Aristote un système. Il voulait que tout soit cohérent. Il a commenté l'ensemble de l'œuvre d'Aristote à quelques exceptions près, ce qui est quand même un travail énorme. Et donc, il est beaucoup plus difficile de répondre à Averroès qu'à Aristote, parce qu'Averroès, ayant à disposition tous les textes d'Aristote, ayant réfléchi longuement sur un système cohérent, eh bien, ce système est non pas parfait, mais enfin en tout cas difficilement attaquable. Alors que sur Aristote, on peut toujours prendre un texte contre un autre, essayer d'interpréter des passages difficiles et trouver des solutions. Alors abordons, si vous voulez bien, Joël Chandelier, d'autres champs que le champ immense de la philosophie, car l'influence du monde arabe sur l'Occident, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui, concerne aussi les mathématiques. Et en particulier l'idée que les mathématiques sont pour les enfants la meilleure des écoles possibles pour aller vers la capacité d'analyse rationnelle des choses. J'ai presque envie de dédier ce texte à notre ministre Jean-Michel Blanquer. Il s'agit des connaissances fondamentales des petits-enfants. Écoutez ces deux textes, Ibn Khaldoun. Rappelez-nous qui est Ibn Khaldoun. C'est un grand penseur du XIVe siècle qui a écrit une histoire générale du monde, enfin qui avait l'intention de la faire et qui est précédée d'une analyse générale de ce que doit être le savoir. Eh bien, il nous parle de l'art du calcul et de la géométrie. C'est un extrait des Chemins de la connaissance de Jacques Munier, France Culture, le 31 octobre 2001. C'est une lecture par Carlos Chaín.
L'art du calcul est de création récente. Il est nécessaire pour les affaires, al-mu'amalat. Et on a écrit de nombreux traités là-dessus qui sont employés dans les villes pour l'instruction des enfants. C'est par là qu'il faut commencer l'école, car il donne des connaissances claires et des démonstrations systématiques. En général, il forme des têtes bien faites, habituées à raisonner juste. On prétend même qu'on doit faire confiance à celui qui a étudié le calcul dès son enfance, car il a acquis des bases solides pour la contestation qui lui deviennent comme une seconde nature. De sorte qu'il s'habitue à l'exactitude et s'en tient à la méthode que lui a apprise le calcul. Sachez que la géométrie ouvre l'esprit et lui donne le goût de la rigueur. Toutes les démonstrations y sont claires et bien ordonnées. L'erreur ne peut guère y avoir accès en raison de cette clarté et de cet ordre. Aussi, celui qui a constamment recours à la géométrie a-t-il peu de chances de se tromper. De la sorte, le géomètre développe son intelligence. On prétend que Platon avait inscrit sur sa porte que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Nos maîtres comparaient l'effet de la géométrie sur l'intelligence à l'action du savon sur les vêtements. Elle en enlève les souillures et en nettoie les taches. Ibn Khaldoun. On est là dans le domaine des mathématiques. L'algèbre, c'est un mot qui vient de al-jabr, qui vient du monde musulman, de l'islam. Et puis le zéro, les chiffres arabes. Là, il y a vraiment, Joël Chandelier, une influence que personne ne peut discuter. Oui, absolument. Bon, les chiffres arabes, qui d'ailleurs dans le monde arabe ça s'appelle les chiffres indiens, puisqu'en fait ils viennent d'Inde et ils nous sont arrivés modifiés, donc intégrés dans ce système de l'algèbre, comme vous l'avez rappelé, qui est donc d'origine arabe. Hein, le concept même est d'origine arabe. Et pourquoi en fait les chiffres arabes? Eh bien, il suffit d'essayer de faire des calculs avec des chiffres romains. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, je ne sais pas si on essaye dans les écoles, mais faire des calculs avec des chiffres romains, c'est beaucoup plus difficile, hein, des divisions, des multiplications. Les chiffres arabes, donc indiens ou arabes, permettent des calculs plus faciles et sont arrivés avec des techniques de calcul extrêmement développées, poussées, qui ont été améliorées au cours du temps. Hein, et les mathématiques arabes sont devenues extrêmement complexes et extrêmement avancées. Hein. Il y a un certain nombre de théorèmes qui ne seront découverts que beaucoup plus tard en Occident, qui ont été produits par des penseurs arabes. Or, ce savoir, donc d'origine grecque, hein, évidemment, avec Archimède, je peux mentionner pour Euclide, pour la géométrie, et on a entendu Ibn Khaldoun mentionner Platon, hein, vous voyez que Platon était connu tout à fait de cet auteur du XIVe siècle. Ce savoir arabe a été transmis assez massivement en Occident, d'abord par les chiffres arabes, hein, qui sont pour la première fois apparaissent à la toute fin du Xe siècle, donc très tôt, hein, en Espagne. On relève un Jean de Tolède qui, au XIIe siècle, introduit... Voilà, 143. Voilà, il y a des traductions en plus de textes qui expliquent comment les utiliser, parce que c'était pas si simple que cela. Hein. On n'est pas habitué à ces formes étranges et à cette organisation des chiffres. Mais surtout, on peut citer Léonard de Pise, hein, Leonardo Fibonacci, qui est un Italien, fils de marchand. Il est parti en Afrique du Nord à Bougie, hein, Béjaïa aujourd'hui, pour pratiquer le commerce hein, dans sa famille. Et il en est revenu avec des pratiques mathématiques. Et il publie au tout début du XIIIe siècle, hein, Liber Abaci, un livre de Labac, qui est en fait un traité de mathématiques. Labac, rappelez-nous ce Alors, Labac, c'est un système de calcul, hein, c'est une manière de calculer les opérations simples ou complexes, hein, multiplication, division, sous diverses formes. En fait, c'est toutes les pratiques un peu comme un boulier, si vous voulez, hein, qui permettent de faire des calculs à l'époque où, évidemment, il n'y a pas de calculatrice comme aujourd'hui. On ne s'étonne pas que cet aspect de la culture soit intimement entrelacé avec le commerce, bien sûr, l'activité des marchands. Exactement, et ces écoles que évoque Ibn Khaldoun dans le passage qu'on a entendu existent aussi à partir justement du XIIIe siècle et ce grand commerce italien qui est complètement tourné vers l'Orient. Venise a des comptoirs dans tout le Proche-Orient, dans le Levant, à Damas, à Alexandrie, à Constantinople. Gênes aussi. Gênes évidemment aussi, Pise également. Toutes ces villes sont à la fois en contact commercial avec l'Orient, mais ce contact commercial les amène à importer des pratiques mathématiques qui étaient dès le départ conçues pour le pesage, le calcul des dettes, etc. Hein, et la comptabilité, la naissance de la comptabilité vient en fait de ça, hein, de ce mélange entre mathématiques et commerce.
J'ai évoqué le zéro. Quand surgit le zéro dans notre univers? Alors le zéro surgit justement à l'époque importé comme forme par les chiffres arabes, donc ça devient absolument nécessaire, parce que vous savez que la différence entre les chiffres arabes et les chiffres romains, c'est que la position du chiffre, c'est une position décimale, correspond à le fait qu'il soit une unité, une dizaine, une centaine, etc. Et donc on a obligatoirement besoin du zéro pour par exemple faire le 10, alors que avec la croix que forme le 10, on n'a pas besoin du zéro. Donc le concept pouvait exister, mais il n'était pas utile dans le cadre du calcul, et ça vient donc à cette époque-là entre le 10e et le 12e siècle. Comment faisaient les Grecs et les Latins alors pour calculer sans le zéro, les malheureux? Ah, ils pouvaient tout à fait calculer, et ils étaient extrêmement d'ailleurs brillants. Simplement, les méthodes de calcul étaient plus complexes à appliquer, et elles devenaient délicates, et c'est là que l'algèbre est intervenue, lorsqu'on commençait à calculer des équations du second degré, voire du troisième, voire, ce que faisaient aussi les Arabes, du quatrième degré. Ils essayaient de faire ce genre d'équations. Donc le zéro est indispensable pour l'algèbre. Pour des calculs simples, on pouvait y arriver, il y avait des méthodes bien sûr. Alors pour rester dans les sciences que nous appelons souvent dures, il faut parler aussi, Joël Chandelier, il faut parler de l'astronomie. Qu'apportent les Arabes et qu'en reçoit l'Occident? L'astronomie, évidemment, est liée à deux choses. Le développement de l'astronomie, bon, il y a toujours un intérêt pour l'observation des étoiles, hein, il y a toujours eu ça, mais elle est liée à deux choses précises. Les mathématiques, puisque les mathématiques permettent de faire des calculs, et donc le développement mathématique favorise le développement de l'astronomie, qui après va pouvoir être utilisé en navigation, par exemple, pour se repérer, et aussi à l'astrologie, hein, qui permet de prévoir, qui évidemment est indispensable pour les gouvernants. Hein, si on veut savoir, on ne va pas rappeler qu'un ancien président de la République était féru, lui aussi, semble-t-il. Rumeur. C'est une rumeur. Je vous en laisse la responsabilité. Alors, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais revenez. Ce qui est intéressant, c'est de montrer en tout cas que l'astrologie est vue à l'époque comme une science parmi d'autres. Absolument. C'est vu comme une science. Et donc, pour cela, on développe l'astronomie à partir des Grecs, donc à partir de Ptolémée. Mais on va aller beaucoup plus loin. Et on va aller jusqu'à remettre en cause l'astronomie ptoléméenne. Il y aura des textes intitulés « Doutes sur Ptolémée ». On va pointer les erreurs potentielles ou les erreurs réelles de Ptolémée. Et même, on va commencer à remettre en cause le modèle lui-même, c'est-à-dire la Terre au centre du monde et les planètes qui tournent autour. Alors, les Arabes n'iront pas jusqu'à le remettre en cause complètement. Alors que Copernic, finalement, s'inspirera de leur travaux. Mais voilà, il semble qu'ils aient eu, on a maintenant des preuves assez solides, du fait que, non pas, donc il n'y a pas une remise en cause du modèle global, mais il y a des doutes sur ce modèle. Et il semble vraiment que Copernic se soit fortement inspiré par des voies assez complexes, mais de ces doutes pour construire son nouveau modèle qui évidemment lui révolutionne complètement, ça il ne faut pas lui enlever, la conception du monde et du cosmos. Je vois qu'un astronome de Damas du XIVe siècle avait déjà esquissé des réflexions qui allaient dans le même sens, la Terre n'étant pas forcément au centre du monde. Oui voilà, c'était d'ailleurs une réflexion qui avait déjà été évoquée dans l'Antiquité. Le problème de cette question astronomique, c'est que pour Ptolémée, l'important c'est de faire des calculs, c'est de savoir quand auront lieu les éclipses, comment vont se déplacer les planètes, et donc il prend comme référence la Terre où nous nous trouvons. À partir du moment où on réfléchit sur le cosmos, on se rend compte que les mouvements des planètes vus de la Terre, il suffit de faire un peu d'astronomie pour le voir, c'est pas du tout des cercles, elles font des allers-retours, elles montent, elles descendent, et donc comment les expliquer d'un point de vue mathématique? Et on arrive à partir de calculs extrêmement compliqués, mais à partir d'un certain moment, on se dit, pourquoi ne pas mettre en corrélation la réalité physique, c'est-à-dire les déplacements sous forme de cercle, de ce que l'on pensait à l'époque, et ce que l'on voit de la Terre. Et là, c'est à ce moment-là qu'effectivement des doutes forts commencent à apparaître sur ce modèle ptoléméen. Si vous le voulez bien, nous quittons l'astronomie pour en venir à un domaine que vous connaissez particulièrement bien. Vous avez beaucoup écrit et réfléchi sur la question de la médecine. Quels sont les liens entre la science médicale du monde de l'islam et l'évolution en Occident de la connaissance du corps et de la manière de le guérir? Alors là, il y a beaucoup d'influences extrêmement variées. C'est les premiers textes en réalité traduits de l'arabe en Occident au XIe siècle par un moine d'origine africaine, mais qui œuvrait en Italie, au Mont Cassin, près de Rome. Le monastère de Saint-Benoît, le centre. Exactement, le centre. 6e siècle. Tout à fait, fondé par Saint Benoît, donc le grand fondateur du monachisme occidental. Donc les premiers textes sont des textes de médecine, parce qu'ils ont effectivement un intérêt pratique immédiat. Tout le monde veut être soigné. Et cette médecine donc se développe, beaucoup de textes sont traduits, et son influence est extrêmement importante. Non seulement sur des choses très concrètes, c'est-à-dire sur des procédés de médication, sur des médicaments, de la pharmacologie, mais aussi sur la conception globale de la médecine en tant que système expliquant le fonctionnement du corps
expliquant comment le médecin doit se positionner, comment il doit soigner, qu'est-ce qu'il doit faire face à un malade, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire aussi, hein, il y a un aspect éthique. C'est là qu'on trouve la seconde grande figure à côté d'Averroès qui a le plus marqué, c'est celle d'Avicenne, qui est plus vieux d'un siècle et demi. Ce médecin persan qui lui-même est un truchement vers les deux grandes étoiles de la médecine antique, c'est-à-dire Galien et Hippocrate. Absolument. Avicenne, qui était un personnage absolument fascinant, qui a eu une carrière politique très importante, était aussi médecin. Parmi les nombreux ouvrages de médecine qu'il a écrits, il a écrit une grande synthèse, qui est donc appelée, comme vous l'avez rappelé, le canon de la médecine. Canon vient du grec, mais en arabe kanoun, qui veut dire la règle, sur les règles de la médecine. Et c'est un des plus grands succès de librairie de l'histoire occidentale. Ah oui. Jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe. Jusqu'au XVIIe siècle, sans aucun problème. Il y a, pour le seul XVIe siècle, un peu moins d'une quarantaine d'éditions de ce texte. Ça vous donne une idée et c'est pas un texte petit, enfin, ça fait 400 ou 500 folios dans les éditions. Pourquoi il a eu un tel succès ? Eh bien parce que Galien a écrit énormément, Hippocrate aussi, c'était pas toujours très clair, pas toujours très structuré, et Avicenne a fait une sorte de patchwork, en ajoutant évidemment beaucoup de choses de son cru, très structuré, très clair, très cohérent, et ça a permis du coup de servir de manuel. C'est un ouvrage qui d'ailleurs a eu un succès autant dans le monde musulman que dans le monde occidental, parce que il était parfaitement organisé, extrêmement clair, et à partir du XIVe siècle, la plupart des universités en Europe ont choisi ça comme manuel. Donc les jeunes médecins, au lieu d'avoir leur manuel d'anatomie aujourd'hui, avaient le canon d'Avicenne et le lisaient, c'est-à-dire que le professeur lisait des passages en cours. Et ce jusqu'au XVIIe siècle. On a encore de nombreuses universités qui utilisent ce texte comme fondement, tout simplement parce qu'il est clair et utile et synthétique, ni trop gros, ni trop petit, comme le disent certains médecins du XIVe siècle. Et juste la bonne mesure. C'est un cas, en tout cas, patent de transmission, d'ailleurs avec modification en chemin, de la science grecque, antique, vers l'Occident médiéval, par le truchement de l'islam. À cet égard, personne ne peut le mettre en doute. Voilà, exactement. Et il est vrai que une grande partie de ce qui se trouve dans le canon d'Avicenne vient en fait de Galien. Hein. Ce sont des passages entiers recopiés. Donc, il y a un réagencement total de la matière qui transmet la science grecque avec des ajouts. Hein. Et on ne peut pas vraiment les séparer. Ce qu'ont essayé de faire certains humanistes en disant « séparons les Arabes des Grecs, ne gardons que les Grecs ». Mais en réalité, on n'a pas pu. Hein. On a continué à utiliser ces textes parce qu'ils étaient trop bien faits, en réalité, et ils apportaient trop de choses pour qu'on puisse les abandonner totalement. À propos de la médecine, écoutez donc ce texte d'un savant iranien, Racès. En fait, c'est Al-Razi. C'est ça, de Rai, donc près de Téhéran aujourd'hui. Sur un cas médical qu'il a rencontré, il s'agit d'une opération des yeux. Je dédie ce texte à tous les ophtalmologues qui nous entendent. C'est un extrait des Lundis de l'histoire, là encore, de Jacques Le Goff, du 1er octobre 1990, une lecture de Jean-Pierre Leroux. Un homme qui nous accompagnait dans nos voyages, Abu Daoud, le conducteur de caravane, fut atteint par une ophtalmie. Quand elle débuta, je lui conseillai de faire pratiquer une incision, mais il ne le fit pas et se contenta d'appliquer quelques ventouses. Il prit un remède qu'il avait avec lui, en fit tomber quelques gouttes dans son oreille, environ 1 once, et recommença de manière abusive, malgré ma mise en garde, au point que j'en fus fatigué. Mais il ne suivit pas mes conseils. Le jour suivant, son état avait empiré, et il présenta une forte ophtalmie, telle que je n'en avais pas vu auparavant. Je craignais une perforation de l'enveloppe de l'œil et un écoulement du corps vitreux, car de toute la cornée, on ne voyait plus que la pupille en raison du gonflement de la conjonctivite. Dès que possible, je pratiquai une incision et pris en 2 fois 3 livres de sang et même plus. Ceci débarrassa ses yeux de toute suppuration. J'appliquai du collyre blanc en poudre et il dormit de longues heures. Sa douleur était apaisée et le jour suivant, il était complètement guéri, au point que les gens en étaient tout étonnés. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Est-ce qu'on peut exclure que ce savant Al-Razi se vante un peu, Joël Chandelier ?
On ne peut pas l'exclure. Il est certain que quand des médecins racontent des anecdotes, c'est rarement pour se montrer sous un mauvais jour, et c'est plutôt pour présenter leur succès thérapeutique. Alors, ce Razi, justement, a été célébré, autant Avicenne, comme je l'ai dit, a été célébré pour sa capacité de synthèse et son rôle de compilateur, autant Razi, lui, n'était pas du tout synthétique, enfin moins, mais il a été très célébré pour ses succès thérapeutiques, et notamment ce genre de succès. Dans le monde arabe, on disait déjà que c'était le plus grand expérimentateur, et dans le monde latin également, hein, il a été très valorisé. Il a écrit un texte, enfin, il n'a pas vraiment écrit, il a laissé des notes prises sur des ouvrages qu'il a lus, Hippocrate, Galien, accompagnés de récits de cas pratiques correspondants. Et ses élèves en ont fait une espèce d'énorme somme regroupée après sa mort. Et ce livre s'appelle, en latin, a été traduit sous le terme de continens, ce qui veut dire c'est le livre qui contient tout. Quand a-t-il vécu? Au début du Xe siècle, un peu avant Avicenne. Et effectivement, il travaillait dans les hôpitaux. Hein, il y avait des hôpitaux dans le monde islamique qu'il a dirigé. Et il semble qu'effectivement, hein, c'était un très très grand expérimentateur. Et il n'hésitait pas, en particulier, à remettre en cause les autorités anciennes, donc Galien, Hippocrate, sur la base de son expérience pratique. Et quand il relate ces cas, c'est certes pour mettre en avant ses qualités. Il n'était certainement pas un homme d'une humilité débordante. Avec tout ce liquide qui sort de l'œil, c'est peu vraisemblable. Oui, alors probablement le sang qu'il retire, il a dû inciser une veine très proche de l'œil. Hein. En fait, il pratique une saignée, hein, ce qui est tout à fait dans la médecine du temps, c'est-à-dire que toute maladie est un excès d'une humeur, et ici il repère un excès d'humeur dans l'œil, et donc il dit il faut pas mettre de l'eau, un liquide dans l'oreille, au contraire il faut en enlever, et grâce à cette saignée, donc pratiquée probablement sur les tempes ou quelque chose comme ça, il fait sortir l'humeur en excès, et immédiatement le patient est soigné. Donc cet exemple a un rôle aussi pédagogique, hein, pour expliquer aux étudiants ou à ses lecteurs ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour soigner ce genre de cas. Beaucoup de réflexions aussi sur la pharmacologie et même sur les régimes à adopter pour éviter que l'on devienne malade. Oui, puisque la médecine de l'époque, malgré tout, était tout de même limitée dans ses capacités. Et le meilleur moyen de ne pas être malade, de ne pas tomber malade grave, c'est de faire tout ce qu'il faut pour ne pas être malade. Et du coup, une grande partie des traités produits par les Arabes sont des traités de ce qu'on appelle des régimes de santé, qui donnent en fait des règles, souvent dédiées à des grands personnages, parce que c'est eux les premiers qui veulent ne pas tomber malade. Et pour résumer très simplement ces règles, c'est la modération qui domine. Il ne faut pas d'excès d'aucun type, même si certains, comme Avicenne par exemple, recommandent parfois un certain type d'excès pour évacuer des humeurs dans certains cas. Par exemple ? Eh bien, Avicenne, semble-t-il, disait que de temps à autre, il faut boire beaucoup d'alcool, et même jusqu'à être ivre. Faire la fête. Voilà, faire la fête. Il estime que de temps à autre, ça purge d'une certaine manière le corps. C'est un médecin qu'on devait apprécier. En tout cas, il était apprécié de ses élèves avec qui il passait des soirées à discuter et semble-t-il à boire. Mais effectivement, il y a ce genre de réflexions qui d'ailleurs ont été noté avec grand intérêt par les latins quand ils ont lu ça. On rencontre aussi des réflexions intéressantes sur ce que nous appellerions aujourd'hui la dépression. Voilà un extrait d'un texte d'Ishaq Imran, qui est traduit par Constantin l'Africain, personnage également considérable dont vous allez nous parler. C'est une réflexion sur la mélancolie. C'est encore Jean-Pierre Leroux qui lit ce texte, un extrait des Lundis de l'Histoire, une nouvelle fois de Jacques Le Goff, le 1er octobre 1990. Le mot mélancolie, explique-t-il dans l'introduction, ne donne pas la nature exacte de cette affection. Il désigne sa cause immédiate, qui est la bile noire. Mais la nature profonde de cette affection est définie par la caractéristique suivante. C'est une maladie qui atteint le corps et dont les symptômes et les méfaits apparaissent dans l'âme. La forme hypocondriaque a pour origine l'orifice de l'estomac. Les autres formes prennent naissance dans le cerveau lui-même. Ces symptômes psychiques sont l'angoisse et la tristesse, qui sont les pires accidents de l'âme. La tristesse est l'état de l'individu qui a perdu un objet cher, quel qu'il soit. L'angoisse est l'état de celui qui craint un malheur quelconque. Avant de commenter ce texte sur la déprime, sur la dépression, Joël Chandelier, rappelez-nous qui était Constantin l'Africain, parce que c'est un de ces personnages majeurs qui a joué un rôle de truchement important. Il est mort vers 1087, ma science est récente, à l'abbaye bénédictine du Mont Cassin, là encore, après avoir traduit beaucoup d'ouvrages de l'arabe en latin.
Africain, à l'époque, comme d'ailleurs Léon l'Africain qu'on a évoqué au début, ça signifie non pas l'Afrique au sens actuel, c'est-à-dire tout le continent, mais essentiellement l'Ifriqiya, c'est-à-dire l'Afrique romaine. Aujourd'hui, on va dire la Tunisie, un peu élargie du côté de l'Algérie. Et donc, il était originaire de là, de Kérouan probablement, donc la capitale. On ne sait pas très bien s'il était chrétien. En tout cas, il est devenu chrétien s'il ne l'était pas. Et il s'est installé en Occident, auprès donc dans ce monastère du Mont Cassin. Il est arrivé comme marchand musulman. Et il semblerait, en tout cas, enfin, il y a un débat, mais enfin, en tout cas, grâce à sa double connaissance, ayant appris du coup le latin, il a commencé à traduire des textes sous le patronage de son abbé, et des textes essentiellement de médecine, qui lui étaient accessibles donc à Kérouan, en Tunisie, des textes souvent assez anciens, les premiers textes qui avaient été produits par le monde arabe en médecine, et c'est le premier contact en réalité de l'Occident avec la science arabe, si on exclut quelques petits cas un peu auparavant. Et les maladies de l'âme alors ? Alors les maladies de l'âme viennent de la réflexion que se font les auteurs de l'époque sur le fait que le corps est lié à l'âme, d'une manière évidemment extrêmement complexe et qui est parfois théologiquement un peu périlleuse. En tout cas, les médecins se rendent compte que les affections du corps ont une influence très profonde sur les émotions. Ce qui était évoqué dans le texte, les accidents de l'âme, ce sont les émotions. Tristesse ou angoisse. Tristesse, angoisse, ou même à l'inverse joie. Hein. Les médecins disent à l'époque, les médecins arabes, que la musique peut soigner, la joie peut soigner, hein, parce que en ayant une influence sur l'âme, elle influence le corps, et inversement. Et la mélancolie, c'est en fait une des humeurs, hein, la bile noire qui était évoquée, qui sera évidemment après reprise de manière littéraire au XIXe siècle. Nerval, le soleil noir de la mélancolie. Exactement, au Baudelaire, on retrouve cette image qui est devenue une image littéraire, mais qui à l'époque est tout à fait concrète. L'idée que si cette humeur est en excès, elle va provoquer évidemment des maladies, ça c'est tout à fait normal, mais aussi des accidents de l'âme, des émotions. Et cette émotion principale, c'est cette déprime, cette mélancolie du coup, hein, dont le terme est resté dans la langue courante. Et Aristote avait déjà dit que les mélancoliques ont une tendance à être des artistes, et ce lien entre art et déprime avait été fait et travaillé par les médecins qui essayent de soigner la mélancolie, c'est-à-dire de faire en sorte que les dépressifs ne le soient plus. Je voudrais que nous retrouvions un certain nombre de ces passeurs que nous évoquions tout à l'heure, Joël Chandelier, et d'abord ce Léon l'Africain, dont nous avons fait connaissance au début de notre émission. Un homme qui a fleuri, comme on dit, dans la première moitié du XVIe siècle. Tout à fait. Il est né donc juste avant ou juste après, on n'est pas tout à fait sûr, mais peu importe, la chute de Grenade, donc en 1492, qui était la dernière capitale de l'Espagne musulmane. Au moment de la Reconquista. Au moment de la Reconquista, donc une date extrêmement importante. Donc cet homme a fui avec sa famille, qui était tout jeune, donc a fui avec sa famille au Maroc, où son père était au service du sultan marocain. Et il a mené de très nombreux voyages en Orient. Il semble-t-il aller jusqu'à Médine, peut-être à la Mecque, au Caire, à Istanbul. Et un travail de diplomate, il était juriste, il avait étudié dans une madrasa. Et en 1518, il est fait prisonnier par un pirate espagnol qui, voyant qu'il n'a pas affaire à n'importe qui, l'offre au pape. Bonne prise. Exactement. Et le pape, rencontrant ce personnage extrêmement cultivé et intéressant, l'achète et le garde au château Saint-Ange, lui fait apprendre, en tout cas il l'apprend lui-même, le latin et l'italien. Et ce Léon se convertit au christianisme. Et une fois converti, donc il prend le nom du pape, c'est pour ça qu'il s'appelle Léon, hein, Léon Jean Médicis. Et donc il fait à la fois un dictionnaire entre l'arabe, l'hébreu et le latin. Exactement, il fait un dictionnaire pour permettre, il participe à une opération de traduction du Coran à destination du coup des chrétiens. En latin, il y avait déjà eu une traduction au Moyen-Âge, mais qui n'était pas absolument parfaite, donc on veut la refaire. Il traduit des textes d'histoire de la philosophie, des biographies de philosophes importants dans le monde arabe, et surtout, il écrit une grande description de l'Afrique en italien, là aussi destinée aux Occidentaux et notamment au pape, où il va décrire le monde de l'Afrique pour la première fois de manière neutre, c'est-à-dire non pas avec une visée polémique ou une visée nécessairement comparative, même s'il y a des éléments. Il décrit réellement ce qu'il a très bien connu, puisque lui-même, ayant été au service, il est par exemple allé à Tombouctou. Donc il donne une description de Tombouctou qui va après hanter toute l'histoire. Bien avant René Caillé, le grand explorateur du XIXe siècle. Parce qu'il en fait une description absolument magnifique. Et il décrit les mœurs, les religions de manière extrêmement neutre et pas du tout agressive. Et ça, ce texte a un succès extraordinaire. Il est traduit immédiatement en latin, en français, en anglais, et il va être lu encore jusque très tard. Un autre personnage majeur, nous pourrions faire une galerie de portraits, tous très très colorés, c'est Guillaume Postel qui a vécu lui au
au XVIe siècle, entre 1510 et 1580. Alors c'est un personnage assez prodigieux. Oui, c'est un personnage assez étrange, qui a plusieurs vies en une seule. Il est normand, il est de très petite famille, enfin pas du tout de grande famille, et il est passionné d'études. Il y avait de la promotion sociale à l'époque. Exactement, à la force du poignet, si je puis dire, de la plume, puisqu'il va venir étudier à Paris, et il va se passionner dans les années 1520-1530 pour la langue arabe, et la langue hébraïque d'ailleurs, et il va apprendre cette langue, se rendre à Constantinople dans une ambassade du roi de France qui est en train de négocier une alliance avec les Turcs. Et sur place, il va acheter des manuscrits, perfectionner sa connaissance de l'arabe. Et à son retour, en 1538, il sera nommé professeur de langue arabe, sémitique sauf l'hébreu, au Collège de France, qui vient d'être fondé donc par François Ier. Et là, il va commencer à traduire des textes, à produire des alphabets comparés, à favoriser une réflexion comparée sur les religions. Le tout avec l'idée un peu folle que le roi de France a été désigné par la Providence pour réunir tout cela dans une unité parfaite, évidemment chrétienne, mais qui dépassera ces différences, et lui vient donner les éléments pour que le roi de France puisse dépasser ces contradictions. Il a un prodigieux succès, parce que je vois qu'à certains moments, il parle devant 2000 étudiants. Oui, parce que il y a un intérêt à l'époque, une curiosité qui apparaît et qui là est spécifique à la Renaissance, une curiosité pour l'Orient, pour la langue arabe, pour la culture, qui se traduit aussi par le succès du texte de Léon l'Africain, qui là est typique des tout débuts, on est vraiment au tout début de ce que sera plus tard l'orientalisme. Tout ça se rattache, Joël Chandelier, à la question de la connaissance de la langue arabe. On peut faire dessiner une géographie mouvante, un atlas de sa présence, avec un rôle en particulier de la Sicile, avec tout le monde judéo-musulman qu'on y trouve. Oui, bien sûr, en Sicile, il y avait des musulmans suite à la conquête, et des juifs qui sont restés très tardivement. Et ces juifs connaissaient évidemment l'hébreu, langue de religion, mais du coup, ils maîtrisaient très souvent aussi l'arabe, qui est une langue relativement proche, en tout cas une langue sémitique. Et ils ont été parmi les passeurs de cette langue. Un certain nombre ont traduit des textes, alors souvent de l'hébreu, mais des textes arabes, qui avaient été d'abord traduits en hébreu, puis en latin. Par exemple, Elia di Medigo, qui est un juif de Crète, mais qui faisait partie donc de l'ambiance vénitienne, puisque la Crète était un relais important des Vénitiens en Orient. Ce Elia di Medigo, par exemple, va traduire le texte des commentaires d'Averroès à Aristote à partir de l'hébreu. Il va retraduire un certain nombre de textes. Il va participer aussi des traductions du Coran. Donc, on a ce genre de passeurs qui sont à cheval sur plusieurs cultures. On a également de vrais Italiens, pure souche, si je puis dire, qui, se rendant en Orient pour des raisons commerciales, apprennent la langue. Notamment à Damas, vous avez 2 médecins, qui étaient les médecins du consulat de Damas, c'est-à-dire qu'ils soignaient les Vénitiens qui étaient là pour commercer, et ils étaient envoyés sur place pour s'occuper d'eux. Ces 2 personnages, Girolamo Ramuzio et Andrea Alpago, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, vont apprendre l'arabe, et vont se dire, tiens, pourquoi ne pas améliorer les traductions qui nous ont été léguées par les hommes du Moyen-Âge. Évidemment, le grand reproche que faisaient les humanistes à ces traductions, c'est qu'elles étaient dans un latin déplorable. Un latin matiné de scolastique, l'horreur, et un latin truffé de mots translittérés de l'arabe, de formules syntaxiques qui ne sont pas très classiques. Et ça commençait à leur poser un problème. Le texte était toujours compréhensible, mais pour des hommes férus de Cicéron, ce n'était pas tout à fait acceptable. Et donc ces auteurs, à partir des textes arabes, ces médecins, ont commencé à retraduire en particulier le canon d'Avicenne, dont on a parlé, et également d'autres textes qu'ils ont traduits. Donc il y a ces passeurs liés aux échanges commerciaux qui apprennent la langue parce que ça leur est d'abord utile pour leur métier, et puis qui du coup se rendent compte qu'ils peuvent l'utiliser pour autre chose. Il faut dire un mot du volet artistique de cette influence. Je pense en particulier à la révolution culturelle. C'est vraiment une révolution culturelle de la perspective, qui est une culture qui se met au service de la Renaissance, non ? Oui, la perspective, c'est évidemment le symbole artistique de la Renaissance, enfin l'un des symboles artistiques qui est inventé en Italie, disons au XVe siècle, au début du XVe siècle, selon la tradition. En réalité, ce que l'on appelait au Moyen-Âge perspectiva, c'était la traduction des traités d'Al-Hazen, qui était un auteur arabe qui vivait en Égypte au XIe siècle, et qui a beaucoup réfléchi sur la lumière. Il a inventé la camera obscura, c'est-à-dire ce système qui permet de projeter des images et la lumière sur un mur à travers une petite ouverture, qui sera utilisée par la suite. Par les jésuites notamment. Voilà, qui sera utilisée au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle très massivement pour
observer le fonctionnement de la lumière. Et donc il a fait des réflexions mathématiques, géométriques, sur les rayons lumineux. Et ces réflexions ont été utilisées, transmises dès le XIIIe siècle, pour modifier le regard et la peinture au début du XVe siècle. Donc c'est une influence très profonde, même si elle n'est pas toujours évidemment directe, mais ce regard sur la lumière, cette pratique, cette étude des rayons lumineux, qui était très mathématique et très géométrique pour Alazen, est devenue une pratique artistique à la Renaissance. Alors je vous propose de finir sur l'orientalisme, qui nous rapproche évidemment de notre temps, très ambivalent, toujours attrait et distance. Un texte, vous le voulez, mais oui, vous le voulez, de Victor Hugo. Un extrait de la préface à son recueil Les Orientales. Il est encore très jeune, il a 27 ans, on est en 1829. C'est un extrait de l'émission L'échappée belle de Gérard-Georges Lemaire sur France Culture le 18 juin 1993. Victor Hugo, le voilà. Il résulte de tout cela que l'Orient, soit comme image, soit comme pensée, est devenu pour les intelligences autant que pour les imaginations une sorte de préoccupation générale à laquelle l'auteur de ce livre a obéi, peut-être à son insu. Les couleurs orientales sont venues comme d'elles-mêmes empreindre toutes ses pensées, toutes ses rêveries. Et ces rêveries et ces pensées se sont trouvées tour à tour, ou presque sans l'avoir voulu, hébraïques, turcs, grecs, persanes, arabes, espagnols même, car l'Espagne c'est encore l'Orient. L'Espagne est à demi africaine, l'Afrique est à demi asiatique. On se situe bien là avec Victor Hugo dans la ligne de ce que nous avons dit au cours de cette émission consacrée à l'influence du monde musulman sur l'Occident. Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'orientalisme dont Victor Hugo donc se fait l'interprète apparaît précisément au moment où l'apport arabe devient moins vivant, moins directement utile, c'est-à-dire que le regard se modifie profondément au cours du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle. Le Coran n'est traduit qu'en 1647 pour la première fois. En français, effectivement. Et l'intérêt n'est plus de chercher chez les Arabes quelque chose qui serait directement utile à la philosophie, à la science de l'Occident, voire à la littérature, mais désormais, l'Orient devient l'exotisme absolu, l'autre parfait, dans lequel, et le texte de Victor Hugo est très clair là-dessus, ce sont les rêveries qui se promènent, qui permettent de s'échapper à ce que l'on est devenu, c'est-à-dire des Occidentaux. Et là, on sort de notre thème d'aujourd'hui, en vérité. Absolument, oui, parce que l'orientalisme est un thème évidemment passionnant, mais qui n'a plus du tout le même regard sur les Arabes. Les Arabes ne sont plus les porteurs de la culture grecque, ils sont un peuple étrange, enfin les Arabes, les Turcs, les Persans qui sont évoqués, et même les Espagnols, comme le dit Victor Hugo, avec une culture différente à laquelle on peut s'intéresser, mais qui est fondamentalement incompatible avec celle de l'Occident. Et c'est bien ce qu'exprimait Renan dans les textes que nous lisions tout à l'heure. Merci beaucoup, Joël Chandelier. Merci. Je voudrais citer quelques ouvrages qui sont précieux pour le sujet que nous avons évoqué aujourd'hui, l'influence du monde islamique sur l'Occident. Jerry Breton, c'est un Anglais, Le Bazar Renaissance, comment l'Orient et l'Islam ont influencé l'Occident, un livre paru au Lien qui libère en 2011. De Daniel Jacquard, un précieux petit livre de la collection découverte chez Gallimard, L'épopée de la science arabe, 2005. Citons aussi Hans Belting pour son livre Florence et Bagdad, une histoire du regard entre Orient et Occident, paru chez Gallimard en 2012. Et puis encore de Daniel Jacquard et Françoise Michaud, La médecine arabe et l'Occident médiéval, Maisonneuve et Larose, 1990.